Bonjour à tous. Le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis et influencer les autres, est l'un des livres les plus efficaces au monde en matière de relations humaines. Si vous voulez améliorer votre QI social, être plus influent et améliorer vos compétences en matière de leadership, ce livre doit être votre Bible. Même si le livre a été écrit il y a 84 ans, il est toujours applicable aujourd'hui, et c'est pour cela qu'il est l'un des livres les plus vendus au monde. Dans cette vidéo, je vais résumer le livre en entier. Après avoir regardé la vidéo, vous pourrez dire que vous avez lu ce livre car elle couvre chaque chapitre et chaque information importante. Partie 1. Techniques fondamentales pour traiter les autres. Chapitre 1. Ne pas critiquer, condamner ou se plaindre. Les gens ne se critiquent pas, et ce, pour quoi que ce soit, même s'ils ont tort. Rappelez-vous que les gens sont des créatures d'émotions et qu'ils sont motivés par leur ego et leur fierté. Critiquer les gens les met presque toujours sur la défensive et ils trouvent des moyens de rationaliser leurs actions. Même les membres de la famille d'un criminel se réfugient souvent dans le déni, accusant le système plutôt que la personne qui a commis le crime. Les critiques blessent la fierté et le sentiment d'importance d'une personne. N'oubliez pas que les gens peuvent garder du ressentiment pour des insultes qui peuvent durer toute une vie. Le célèbre pilote d'essai, Bob Hoover, revenait d'un spectacle aérien à San Diego lorsque, tout à coup, ses deux moteurs se sont arrêtés. Grâce à un vol impressionnant, il a pu faire atterrir l'avion, sauvant ainsi les personnes à bord. Malheureusement, l'avion a été gravement endommagé. La raison de cette pénible panne de moteur était que l'avion à hélice de la Seconde Guerre mondiale avait été accidentellement rempli de kérosène. De retour à l'aéroport, Hoover a vu le mécanicien qui avait commis l'erreur. Le jeune homme était en larmes, sachant à quel point Hoover devait être furieux de la perte de son avion coûteux et du danger que cela avait représenté pour les 3 personnes à bord. Alors, est-ce que Hoover lui a crié dessus? L'a grondé? L'a critiqué? Pas du tout. En fait, Hoover a dit que pour montrer qu'il croyait que le mécanicien avait appris sa leçon, il aimerait que ce soit le même mécanicien qui répare son avion le lendemain. La raison de la bienveillance de Hoover était peut-être qu'il savait quelque chose que le psychologue B.F. Skinner avait découvert il y a longtemps. Les animaux récompensés pour leur bon comportement apprennent plus efficacement que ceux punis pour leur mauvais comportement. Il en va de même pour les gens. Les critiquer ne les incitera pas à modifier leur comportement car ils ne sont pas essentiellement mus par la raison mais par l'émotion. Toute personne faible peut critiquer ou se plaindre. Il faut un vrai caractère pour comprendre et pardonner. Chapitre 2. Donner une appréciation honnête et sincère. L'un des moteurs les plus puissants du comportement humain est le désir d'être apprécié par les autres. Nous aimons tous être complimentés et entendre que nous faisons du bon travail. Certains prétendent même que toute la civilisation repose en définitive sur le désir humain d'être important. Notre soif d'approbation et des louanges nous pousse à escalader les plus hautes montagnes, à écrire des romans et à fonder des entreprises de plusieurs millions de dollars. Il n'est pas nécessaire de donner un titre ronflant à quelqu'un pour lui témoigner votre appréciation. Il suffit d'utiliser des phrases simples comme « merci » et « je suis désolé » tout en faisant des éloges sincères et honnêtes. N'assommez pas les gens de flatteries bidons car ils s'en apercevront. Au lieu de cela, arrêtez de penser à vous pendant un moment et concentrez-vous sur les points positifs de la personne en face de vous. Veillez également à ce que l'autre personne se sente importante. Pour vous mettre dans le bon état d'esprit, essayez de penser comme Ralph Waldo Emerson, qui disait que chaque personne qu'il rencontrait lui était supérieure à certains égards, et qu'il y avait donc toujours quelque chose à apprendre et à apprécier chez les autres. Ou bien pensez à la règle d'or, traitez les autres comme vous aimeriez qu'ils vous traitent. Ainsi, la prochaine fois que vous verrez un employé de service fatigué, ennuyé ou sous-estimé, essayez d'égayer sa journée avec un peu d'appréciation. Laissez de petites étincelles d'appréciation au cours de la journée et vous serez surpris de voir à quel point les gens réagissent positivement lorsque leur soif de reconnaissance est satisfaite. Vous deviendrez rapidement quelqu'un que les autres apprécient et avec qui ils aiment travailler. Et surtout, vous aurez un impact positif sur la vie de ceux qui vous entourent. Chapitre 3. Faire appel à l'intérêt d'une personne. Disons que vous aimez les cheesecakes.
Lorsque vous allez à la pêche, vous n'attachez pas du cheesecake au bout de votre ligne. Vous attachez ce que le poisson veut, c'est-à-dire un verre. Pourquoi traiter les gens différemment? Bien sûr, vous vous intéressez à ce que vous voulez, mais personne d'autre ne l'est. Tous les autres sont comme vous. Nous voulons tous ce que nous voulons. La seule façon d'influencer les autres est de parler de ce qu'ils veulent et de leur montrer comment l'obtenir. Chaque personne dans le monde sait ce qu'elle veut et se soucie de ce qu'elle obtient. Abordez-les dans cette direction. Avant de parler, faites une pause et demandez-vous « Qu'est-ce que l'autre personne peut retirer de ceci ?» Mettez vous-même au défi de ne rien dire de ce que vous voulez. Montrez sans relâche aux autres que vous voulez les aider. Le monde est rempli de personnes qui recherchent leur propre intérêt. Ainsi, la rare personne qui sert les autres de manière désintéressée a un énorme avantage. Andrew Carnegie avait une belle-sœur dont les enfants ne répondaient jamais aux lettres. Il a parié avec quelqu'un qu'il pourrait obtenir une réponse sans en demander une. Il a écrit des lettres, en mentionnant à la fin qu'il envoyait un billet de 5 $, en oubliant exprès d'insérer le billet de 5 $ dans la lettre. Bien évidemment, les enfants ont répondu, le remerciant d'avoir écrit et demandant où était l'argent. Partie 2. 6 façons de se faire aimer auprès des autres. Chapitre 1. Intéressez-vous sincèrement aux autres. Qui est universellement apprécié pour sa gentillesse et sa facilité d'approche? Un chien. Ils sont toujours excités de vous voir et ont l'impression que vous êtes la chose la plus importante dans leur monde. En montrant de l'intérêt pour les autres, ils se sentent importants. Nous aimons tous les gens qui nous admirent. Les gens ne s'intéressent pas à vous ou à moi, ils s'intéressent à eux-mêmes, chaque jour, pendant toute leur vie. Lorsque vous voyez une photo de groupe, quel visage regardez-vous en premier? Souvenez-vous que vous vous faites des amis beaucoup plus facilement en vous intéressant à eux qu'en essayant de les intéresser à vous. Interrogez les gens sur leur passé et leurs objectifs. Souvenez-vous des problèmes que les gens rencontrent et lorsque vous trouvez une solution, partagez-la avec la personne. Faites l'effort de parler aux personnes qui sont en dessous de votre niveau, les employés qui ne relèvent pas de vous, les personnes de service, etc. Pour les personnes au-dessus de votre niveau, manifestez un véritable intérêt pour elles, leur travail, leurs conseils. Ils se sentent importants lorsqu'ils peuvent vous transmettre les secrets de leur réussite. Chapitre 2. Sourire. Un sourire dit « Je t'aime bien »,« Tu me rends heureux »,« Je suis heureux de te voir ». C'est un message de bonne volonté. Il était une fois un agent de change new-yorkais du nom de William B. Steinhardt qui, sur les conseils de l'auteur, décida d'essayer quelque chose de nouveau. Auparavant râleur notoire qui souriait rarement dans sa vie personnelle ou professionnelle, Steinhardt s'est engagé à sourire davantage en se regardant dans le miroir le matin du début de son expérience. Il a commencé la journée en saluant sa femme avec un sourire, puis en souriant au portier de son immeuble, puis à la caissière de la station de métro, puis au trader de la salle des marchés et à ses collègues au bureau. Le résultat? Les gens ont commencé à sourire en retour. Chez lui, Steinhardt a déclaré qu'il y avait eu plus de bonheur au cours des 2 premiers mois de l'expérience que pendant toute l'année précédente. De plus, il a constaté qu'au travail, les plaintes et les doléances étaient plus faciles à traiter, ce qui lui a permis de gagner plus de revenus qu'auparavant. En bref, il était un homme plus riche et plus heureux. Comme le montre cette histoire, un sourire peut faire beaucoup de bien. Si une personne que nous venons de rencontrer nous sourit, nous avons tendance à l'apprécier automatiquement. Le sourire d'un bébé, par exemple, nous fait immédiatement chaud au cœur, tout comme le fait de voir un chien remuer la queue par pure joie de nous voir. Donc, si vous voulez vous rendre instantanément sympathique aux yeux de quelqu'un, montrez-lui que vous êtes heureux de le voir en souriant. Lorsqu'ils verront à quel point vous êtes heureux de les rencontrer, ils ne pourront s'empêcher d'être heureux de vous voir aussi. Chapitre 3. Rappelez-vous que le nom d'une personne est, pour cette personne, le son le plus doux et le plus important de toute langue. Un nom est l'identité d'une personne. Il la rend unique parmi toutes les autres. C'est le principe que j'ai toujours ignoré auparavant et chaque fois que je rencontrais quelqu'un de nouveau, j'entendais son nom et je l'oubliais au bout de 5 secondes. Et plus tard, quand j'avais besoin de son nom, je m'excusais toujours en disant « Je suis désolée, je ne suis pas douée avec les noms. Pourriez-vous répéter votre nom ?» Après avoir lu le livre, j'ai remarqué que c'était une énorme erreur. Lorsque vous vous rappelez le nom d'une autre personne,
Cela montre que vous l'avez vraiment écoutée et que vous vous êtes soucié d'elle pendant la conversation. L'utilisation des noms réduit la barrière et permet aux autres personnes de se sentir plus proches de vous. De nos jours, lorsque je rencontre quelqu'un, je fais vraiment attention aux premières secondes où il mentionne son nom. Et au lieu de dire simplement « Enchanté de faire votre connaissance », je dis toujours « Enchanté de faire votre connaissance, Tom ». En répétant le nom, je m'en souviens mieux et l'autre personne se sent liée à moi. Alors, la prochaine fois que vous irez à la salle de sport ou ailleurs, au lieu de dire « Bonjour, comment vas-tu aujourd'hui ?» dites « Salut Tom, comment vas-tu aujourd'hui ?» Vous commencerez à voir la différence. Dire le nom est un compliment subtil et bienvenu. L'oublier ou mal l'orthographier est une erreur rédhibitoire qui suggère que vous n'avez pas pris soin de le comprendre correctement. Les gens paient beaucoup d'argent pour qu'on se souvienne de leur nom après leur mort, en nommant des bâtiments, en dédiant des parcs à leur nom, etc. Un homme d'affaires qui ne se souvient pas du nom de ses clients importants veut dire qu'il ne se soucie pas d'une grande partie de son activité. Carnegie voulait fusionner avec une compagnie de voitures, appelée Pullman. Lorsque Carnegie a mentionné que la nouvelle société s'appellerait toujours Pullman, Pullman est devenu beaucoup plus enthousiaste. Si vous avez des difficultés à vous souvenir des noms, assurez-vous de les attraper lorsqu'ils sont mentionnés pour la première fois dans la conversation et demandez qu'ils soient répétés ou même épelés si nécessaire. Ensuite, répétez-le à la personne plusieurs fois au cours de la conversation. Et enfin, lorsque vous êtes seul, établissez une sorte de connexion pour mieux vous en souvenir. Chapitre 4. Soyez un bon auditeur. Encouragez les autres à parler d'eux-mêmes. La vie d'une personne est la plus importante pour cette personne. Le mal de tête d'une personne est plus important pour elle qu'une famine qui tue 1 million de personnes. En permettant à quelqu'un de parler, cette personne se sent importante et flattée. Tout le monde a traversé ce qu'il considère comme des moments difficiles, et on aime en parler si on les a surmontés. Posez des questions à ce sujet. Mieux encore, combinez ce conseil avec un autre, celui de l'appréciation et de l'éloge sincère. Dites-leur à quel point leurs histoires sont fascinantes, comment vous souhaiteriez avoir leur expérience ou leur connaissance. Lors d'une conversation, la plupart des gens sont tellement préoccupés par ce qu'ils veulent dire ensuite qu'ils écoutent à peine leur interlocuteur. Écouter vraiment signifie faire un effort conscient pour accorder à l'autre personne toute votre attention. Et les avantages de cette approche sont considérables. Un jour, l'auteur a assisté à un dîner à New York où il a rencontré un botaniste. N'en ayant jamais rencontré auparavant, l'auteur l'a écouté pendant des heures, captivé par les descriptions des plantes et d'expériences exotiques. Plus tard, le botaniste a fait remarquer à l'autre que l'auteur était un interlocuteur intéressant. Mais le fait est que l'auteur n'a presque rien dit du tout. Il avait simplement été un bon auditeur intéressé. Avant de lire ce livre, je n'avais jamais prêté attention à ce principe. Chaque fois que je parlais avec quelqu'un, j'attendais toujours qu'il finisse de parler pour pouvoir changer de sujet et parler de ce qui m'intéresse, ou bien, pendant que la personne parlait, je pensais constamment aux choses que j'allais dire quand elle aurait fini. Et lorsque la personne avait terminé, je déversais les informations qui me semblaient intéressantes. Chapitre 5. Parler en termes d'intérêt pour l'autre personne. En reprenant une analogie précédente, pourquoi pêcher avec du cheesecake? Pêcher avec l'appât que le partenaire désire. Les gens sont généralement beaucoup plus enthousiastes sur les sujets qui les intéressent que sur ceux qui ne concernent que vous. Avant de rencontrer quelqu'un, faites des recherches approfondies sur ses intérêts afin d'avoir une connaissance pratique du domaine. Identifiez les principaux objectifs d'une personne, puis expliquez comment vous pouvez l'aider à se rapprocher de ses objectifs. Par exemple, moi, mon objectif avec ma chaîne YouTube, c'est d'atteindre 15 000 abonnés dans les 4 prochains mois. Et pour atteindre cet objectif, si je viens vous voir et que je vous dis « Les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne parce que j'ai un objectif à atteindre », alors très probablement vous ne vous en soucierez pas. Cela ne signifie rien du tout pour vous. Mais au contraire, si je peux vous donner des informations utiles avec cette vidéo, ajouter une valeur positive à votre vie, et seulement après vous demander de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour bénéficier de mes futures vidéos, alors il y a une grande chance que vous le fassiez. Parce que si vous regardez cette vidéo, je suppose que vous êtes intéressé par votre développement personnel et que voir mes futures vidéos pourrait être intéressant pour vous. Comme vous pouvez le voir, je n'ai même pas mentionné ma cible.
Je parlais des avantages que vous obtenez. Chapitre 6. Faites en sorte que l'autre personne se sente importante et faites-le sincèrement. Presque toutes les personnes que vous rencontrez se sentent supérieures à vous d'une certaine manière. Faites-leur comprendre, de manière subtile, que vous avez conscience de leur importance. Inversement, évitez de faire des choses qui dévalorisent l'autre personne et la font se sentir petite ou insignifiante. Faites des éloges sans rien attendre d'eux, simplement pour rayonner de bonheur et les élever. Ce principe étant une sorte de récapitulation des principes précédents, je ne m'y attarderai pas trop. Partie 3. 12 façons de rallier les autres à votre façon de penser. Les louanges, c'est bien. Mais que faites-vous lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec vous? C'est le sujet suivant de comment se faire des amis et influencer les autres. En résumé, mettez de côté votre instinct de lutte contre le feu par le feu. Les gens n'aiment pas qu'on leur prouve qu'ils ont tort. Ils n'aiment pas admettre qu'ils doivent changer d'avis, même si vous êtes censé avoir raison. Ils ont besoin d'importance et le fait de les corriger insulte leur fierté. Vous pensez qu'il est important que l'on vous considère comme la personne la plus intelligente de la pièce, mais on vous en voudra pour cela. Chapitre 1. La seule façon de tirer le meilleur parti d'une dispute est de l'éviter. Se disputer avec une autre personne n'a pas vraiment de sens. Si vous perdez la dispute. Si vous gagnez, l'autre personne vous en voudra d'avoir blessé sa fierté et vous ne l'aurez toujours pas vraiment convaincu. Et 9 fois sur 10, l'argument ne fera que renforcer le point de vue de l'autre personne. La seule solution est donc d'éviter ces disputes dès le départ. Lorsqu'une dispute commence, méfiez-vous de la première réaction qui surgit en vous, car il s'agit généralement d'une réaction instinctivement défensive. Et quoi que vous fassiez, contrôlez votre humeur. Écoutez ce que votre adversaire a à dire sans résistance ni protestation et promettez d'examiner attentivement ses pensées. Essayez de trouver des points d'accord. Cela contribuera à réduire l'attitude défensive de votre adversaire. Chapitre 2. Commencez de manière amicale. Une attitude hostile ne fait qu'inviter l'hostilité réciproque. Les gens ne veulent pas changer d'avis. On ne peut pas les forcer à être d'accord avec vous, mais on peut les y amener. Réfléchissez à la manière de faire venir un animal à vous. Vous le poursuivez en grognant ou vous lui offrez de la nourriture? Une goutte de miel attrape plus de mouches qu'une flaque d'essence. Quelqu'un avait un propriétaire difficile qui augmentait son loyer. Au lieu de se plaindre que c'était injuste, il a dit combien il appréciait la maison et la façon dont le propriétaire gérait l'immeuble, et qu'il aimerait rester 1 an de plus, mais qu'il ne pouvait pas se le permettre. Chapitre 3. Respectez les opinions de l'autre personne. Ne dites jamais « vous avez tort ». Lorsqu'ils sont attaqués parce qu'ils ont tort, les gens défendront leur opinion jusqu'à la mort. Ils perdront de vue le point principal en espérant trouver de petites exceptions lorsque leur affirmation est vraie. Nous formons des croyances de manière irréfléchie, mais développons ensuite une passion irrationnelle pour les défendre lorsque quelqu'un menace de nous prouver que nous avons tort. Prenons l'exemple de l'auteur qui a engagé un décorateur d'intérieur pour confectionner des rideaux pour sa maison. Après coup, il a été choqué par le montant de la facture et lorsqu'il a mentionné le prix à une amie, celle-ci s'est exclamée qu'il avait clairement été surfacturé. Insulté, l'auteur a défendu ses actions, expliquant que le prix élevé était un indicateur de qualité. Mais lorsqu'un ami est passé et a commencé à vanter les mérites des mêmes rideaux, l'auteur a admis cette fois qu'il avait en fait l'impression d'avoir trop payé et regretté son achat. Cette approche positive l'a désarmé et il a pu admettre librement son erreur. Vous voyez, chaque fois que vous dites à quelqu'un qu'il a tort, vous lui dites essentiellement « je suis plus intelligent que toi ». C'est une attaque directe contre son estime de soi et il voudra riposter parce que vous manquez clairement de respect à ses opinions. Chapitre 4. Si vous avez tort, admettez-le rapidement et avec force. Un jour, l'auteur promenait son chien Rex dans une forêt voisine. Rex aimait courir librement et ne portait donc ni muselière ni laisse. Malheureusement, ils ont rencontré un officier de police qui a sévèrement dit à l'auteur que c'était illégal, mais que pour cette fois, il les laisserait partir avec un avertissement. L'auteur a obéi, mais Rex n'a pas aimé la muselière et ils ont vite repris leurs habitudes. C'est alors que le même officier les a attrapés à nouveau. Cette fois, avant même que l'officier n'ouvre la bouche,
l'auteur lui-même a exprimé combien il était très désolé et combien son méfait était inacceptable. En temps normal, l'agent se serait probablement mis en colère et lui aurait infligé une amende. Mais grâce à cet aveu de culpabilité, il a fait le contraire. L'agent a commencé à argumenter que le petit chien ne faisait vraiment de mal à personne, a accepté les excuses de Carnegie et les a laissés poursuivre leur chemin. Admettre son erreur est utile, car l'autre personne essaie généralement de se sentir importante en vous critiquant pour votre erreur. Mais dès que vous admettez votre culpabilité, la situation change complètement. Désormais, pour se sentir important, il ne peut plus vous attaquer, mais doit faire preuve de générosité en vous pardonnant. C'est exactement ce qui a rendu l'officier de police si indulgent dans l'exemple. La prochaine fois que vous vous rendrez compte que vous êtes dans l'erreur, admettez-le avec enthousiasme. Vous obtiendrez de meilleurs résultats et vous constaterez que c'est bien plus agréable que de devoir vous défendre lorsque l'autre personne vous fait remarquer votre erreur. Chapitre 5. Laissez l'autre personne faire une grande partie de la conversation. Une personne qui n'est pas d'accord avec vous ne vous prêtera pas attention pendant qu'elle pleure pour s'exprimer. Encouragez-la donc à exprimer pleinement ses idées. Je suis sûre que vous avez déjà assisté à des disputes au cours desquelles aucune personne n'écoutait l'autre parce qu'elle avait l'impression que ses arguments n'étaient pas reconnus par l'autre partie. Résistez donc toujours à la tentative d'interrompre votre interlocuteur. Cela vous coûtera cher chaque fois que vous le ferez. Imaginez qu'il y a une bouteille vide qui se remplit au fur et à mesure que la personne parle. Lorsqu'elle remplit la bouteille, elle devient beaucoup plus réceptive aux nouvelles pensées. Avant que la bouteille ne soit pleine, elle ne se sent pas écoutée. Chaque fois que vous l'interrompez, vous videz la bouteille et elle doit recommencer. Chapitre 6. Essayez honnêtement de voir les choses du point de vue de l'autre personne. Si vous étiez né dans le même corps que votre partenaire, que vous aviez vécu ces expériences et que vous voyez le monde à travers le même prisme, vous arriveriez par définition aux mêmes conclusions. Considérez les idées et les sentiments de l'autre personne comme aussi importants que les vôtres. Imaginez que vous regardez l'extérieur à partir du corps d'une autre personne. Adopter cette attitude est en fait productif. Cela vous aidera à découvrir les intérêts de votre partenaire et à articuler votre argument pour faire appel à ses intérêts. Par exemple, mettez-vous à la place de l'intervieweur. Pensez-vous qu'elle aime le processus d'entretien et parler à des dizaines de personnes? Elle espère également que la prochaine personne qui entrera sera la bonne. Elle veut aussi mettre fin aux entretiens. Changez votre perspective. Au lieu de considérer un entretien comme une réunion visant à résoudre votre problème, voyez-le comme une réunion visant à résoudre le problème d'une autre partie. Si vous vous concentrez sur leurs problèmes et expliquez comment vous allez les résoudre, votre problème sera également résolu. Chapitre 7. Soyez compréhensif avec les idées et les désirs de l'autre personne. Toute personne en colère se sent complètement justifiée dans sa colère, peu importe ce que vous croyez. Pensez-vous que lorsque vous êtes en colère, vous vous dites « Je sais que je suis irrationnel et que ma colère n'a pas de sens, mais je vais quand même être en colère. » Les gens ont faim de sympathie. Ils veulent que nous reconnaissions tout ce qu'ils ressentent. Si nous pouvons sympathiser avec les autres, ils apprécieront également notre point de vue et se rallieront souvent à notre façon de penser. Chapitre 8. Commencez par des questions auxquelles l'autre personne répondra oui. Chaque fois que quelqu'un dit non, il s'enferme dans la défensive et le biais de cohérence. Donc, ne commencez pas par parler des domaines dans lesquels vous différez. Commencez par ce sur quoi vous êtes d'accord. Amenez la personne à dire oui. Au lieu d'imposer votre conclusion à la personne, guidez-la vers votre conclusion par une série de questions logiques. Cela peut ressembler à un piège si la personne se rend compte de ce que vous faites. Il est préférable de le faire sur un ton authentique et patient plutôt que sur le ton de celui qui connaît déjà les réponses. Posez des questions difficiles dont les réponses ne sont pas claires afin de ne pas donner l'impression de piéger la personne dans un coin. Cette technique est très utilisée par les vendeurs. Par exemple, imaginez que je veuille vous vendre le résumé de mon livre. Et je vous dirais « Vous semblez être une personne qui aime lire, n'est-ce pas ?» Vous répondriez « Oui ». Alors je me lance et je dis « Aimez-vous économiser de l'argent ? Aimez-vous économiser du temps ?» Très probablement, vos réponses seraient à nouveau « oui ». Une fois que j'aurai obtenu ces « oui », je vous dirai alors « Achetez mes résumés de livres ». C'est exactement ce que vous voulez. Cela vous fera gagner du temps, de l'argent, et vous lirez un livre beaucoup plus rapidement. Comment vous sentiriez-vous à ce moment-là ?
Je suis sûre que vous auriez l'impression que je vous ai piégé dans quelque chose que vous ne voulez pas. Même si vous aimiez mon produit, vous seriez rebuté par mon approche et vous vous éloignerez probablement. Chapitre 9. Laissez l'autre personne sentir que l'idée est la sienne. Les gens aiment mieux leurs propres idées que celles des autres. Quand on trouve nos propres idées, on se sent intelligent et important. L'exécution de nos propres idées, au lieu de celle de quelqu'un d'autre, nous donne un sentiment de contrôle. Par exemple, une fois je négociais avec une personne assez dure qui n'aimait pas faire de compromis. Après un certain temps, j'ai remarqué qu'il serait très difficile de parvenir à un accord. J'ai donc décidé d'appliquer cette tactique et lui ai dit « Vous connaissez ce sujet mieux que moi, vous êtes l'expert mondial en la matière. Je veux donc connaître votre opinion. Comment pouvons-nous parvenir à un accord ?» La personne s'est arrêtée un instant, puis a commencé à me donner des conseils et des options. Son approche est passée de celle d'un adversaire à celle d'un mentor. Après avoir entendu toutes ces options, j'en ai choisi une et j'ai décidé de l'appliquer. Après m'avoir donné l'option, il était beaucoup plus engagé et intéressé à le mettre en œuvre avec succès. Chapitre 10. L'appel à un motif plus noble. Une personne a généralement deux raisons de faire une chose, une qui semble bonne et une vraie. Oubliez la vraie raison. Faites appel à ses principes moraux les plus élevés. Par exemple, lorsque quelqu'un rompt l'accord, dites que votre impression du caractère de la personne était d'une grande intégrité. Donnez-lui un peu de temps pour y réfléchir. S'il revient et veut continuer, vous l'accepterez sans hésiter et admettrez que votre jugement sur son caractère était erroné. Mais vous continuez à croire personnellement qu'il est un homme de parole et qu'il ne rompra pas l'accord. Ne voulons pas perdre les motifs plus nobles que nous posons. Chapitre 11. Dramatisez vos idées. L'attention est plus rare que jamais. Trouvez des moyens de la capter, sans tomber dans l'artificiel. Il ne suffit pas d'énoncer une vérité, il faut rendre cette vérité vivante, intéressante et dramatique. Trouvez un moyen de représenter visuellement les enjeux. Un vendeur de caisse enregistreuse a observé une file d'attente lente à la caisse. Il a dit au propriétaire qu'il perdait des centimes avec chaque client. Il a jeté des centimes sur le sol pour illustrer son propos. Imaginez l'efficacité de ce geste s'il le répétait à plusieurs reprises pour illustrer l'argent perdu. Steve Jobs a représenté l'iPod de manière célèbre en parlant de 1000 chansons dans votre poche, sans parler de gigas de stockage. Voici quelques tactiques sur la façon dont vous pouvez appliquer ce principe. Fournissez une analogie visuelle. Montrez la taille, la vitesse et le coût des objets. Mettez en équation l'opportunité et les euros. Par exemple, votre entreprise perd une Mercedes-Benz par jour en ne réglant pas ce problème. J'aime personnellement cette tactique et je l'ai beaucoup utilisée dans le passé. Par exemple, lorsque j'ai terminé mon stage, j'ai dû faire une présentation finale sur les résultats. Au total, nous étions environ 25 étudiants et parmi eux, ma présentation était l'une des plus intéressantes. La raison en est que lors de ma présentation, je n'ai pas parlé des tâches ennuyeuses que j'ai effectuées sur Excel. J'ai simplement commencé par dire que mon stage avait permis à l'entreprise d'économiser 1 300 €. Une fois que j'ai dit ça, tous les managers dans le public ont commencé à écouter très attentivement et ont posé beaucoup de questions à la fin. Pour être honnête, j'ai fait les mêmes choses ennuyeuses que les autres stagiaires. Je dirais même que j'en ai fait moins. La seule différence était que je calculais le nombre d'heures que j'avais passé et que je le convertissais ensuite en euros. Comme il s'agissait d'un stage non rémunéré, je pouvais facilement dire que j'avais fait des économies, car si un employé rémunéré faisait le même travail, l'entreprise devait lui verser un salaire. Chapitre 12. Lancez un défi. Lorsque la motivation ne fonctionne pas, organisez une compétition. Cela stimule les gens car ils ne veulent pas être les seconds. Le désir de maîtriser et d'exceller est un moteur fondamental du comportement. Par exemple, si une personne n'est pas sûre d'elle, remettez subtilement en question sa force. Je ne te reproche pas d'avoir peur. C'est un travail difficile. Il faudra une grande personne pour s'occuper de ce travail. Partie 4. La dernière partie de ce livre porte sur le changement des personnes sans les offenser ni susciter de ressentiment. Chapitre 1. Commencez par des éloges et une appréciation honnête. Il est toujours plus facile d'écouter des choses désagréables après avoir entendu des éloges sur nos bons points. Sans louange, cela semble complètement critique. Lorsque vous faites des éloges,
Évitez d'être formel. C'est tout à fait normal dans le monde de l'entreprise où l'on entend des éloges formels, puis une grosse critique et à la fin, de petites éloges à nouveau. À la place de cela, essayez toujours de donner des éloges sincères et spécifiques sur des points précis plutôt que des généralités. C'est encore plus efficace lorsque la personne sait que vous êtes mécontent de son travail et qu'elle est venue vous voir pour se plaindre. Dans cette situation, si vous donnez une appréciation sincère, ce sera une grande surprise et la personne sera réceptive à vos commentaires. Chapitre 2. Attirer l'attention sur les erreurs des gens de manière indirecte. Évitez l'attaque directe. Les gens savent généralement ce qu'ils ont fait de mal. Le fait d'attirer explicitement l'attention crée une résistance. Voici 2 tactiques. Premièrement, faites suivre vos louanges sincères, non pas de mais plutôt de et. Vous avez peut-être entendu dire que ce qui vient après mais ne compte pas. Voici 2 exemples pour vous permettre de comparer. Le premier. Vous avez fait un excellent travail en travaillant dur, mais vous auriez pu éviter ces erreurs d'inattention. Versus, vous avez fait un excellent travail en travaillant dur et si vous vous concentrez ensuite sur l'élaboration d'une liste de contrôle, vous améliorerez votre taux de précision. La dernière approche permet d'éviter le sentiment négatif d'échec. Deuxième tactique. Si une tâche n'est pas exécutée, faites-la vous-même, puis montrez le travail à la personne concernée. Par exemple, John Wanamaker a vu une cliente se faire ignorer au comptoir de vente pendant que les vendeurs discutaient dans un coin. Il a servi la femme lui-même, puis a remis l'achat au vendeur pour qu'il l'emballe. Chapitre 3. Parlez de vos propres erreurs avant de critiquer l'autre personne. Admettre vos propres erreurs montre que vous reconnaissez que la tâche est difficile et que les erreurs de la personne sont compréhensibles. Cela encourage implicitement la personne à se mettre à votre niveau. Carnegie dit que si vous voulez amener les gens à votre façon de penser, parlez toujours de vos propres erreurs avant de critiquer l'autre personne. Ne dites jamais « tu ne fais pas ce qu'il faut » ou « tu ne devrais pas faire ça ». Cela ne ferait que pousser l'autre personne en mode défensif et elle essaiera de prouver qu'elle a raison avec toutes les explications possibles. Au lieu de cela, parlez d'abord de vos propres erreurs, dites-lui ce que vous ressentez lorsque vous êtes à sa place et à quel point vous avez eu tort. Par exemple, j'embauchais des étudiants pour un programme de stage dans une entreprise pour laquelle je travaillais il y a plusieurs années. Au cours du processus d'entretien, j'ai pu constater que de nombreux étudiants ne pouvaient pas vraiment s'exprimer à cause du stress et de la tension. Je suis sûre que ce sentiment vous est familier. Dès que vous entrez dans la salle d'entretien, votre niveau de QI chute à 20 et vous ne pouvez même pas répondre à des questions simples. Cela a également rendu mon travail difficile, car il était difficile d'identifier si l'étudiant ne connaît pas la réponse ou s'il ne peut pas répondre à cause du stress. La situation est encore plus difficile si l'élève est introverti et timide. J'ai donc toujours essayé de les détendre en leur disant que ce n'était qu'une conversation amicale et qu'ils ne devaient pas être stressés. Mais cela n'a jamais marché. Un jour, j'ai décidé d'entamer le processus d'entretien en racontant ma propre histoire d'entretien embarrassante lorsque je postulais pour le même poste que celui auquel ils postulent actuellement. Je leur ai raconté comment je n'ai pas pu répondre à l'enquêtrice lorsqu'elle m'a demandé si je pouvais citer une plateforme de médias sociaux célèbre aujourd'hui. À l'époque, Facebook était la plus grande plateforme de médias sociaux et je l'utilisais tous les jours, mais je ne pouvais pas répondre à une question aussi simple. L'enquêtrice a attendu ma réponse pendant plusieurs secondes, puis a dit en murmurant « Facebook ». Aujourd'hui encore, je ne comprends pas comment j'ai pu ne pas répondre à une question aussi simple. Cette histoire a fait rire les élèves et les a détendus car ils ont pu voir que j'ai aussi été à leur place. Et le fait d'admettre ma propre histoire embarrassante les a mis à l'aise. Cela a montré que nous sommes tous humains et que nous faisons des erreurs dans ce type de situation stressante. Chapitre 4. Poser des questions au lieu de donner des ordres. Poser des questions présente de nombreux avantages. Premièrement, cela permet à votre partenaire de parvenir à ses propres conclusions de manière indépendante. Les gens aiment mieux leurs propres idées. Deuxièmement, cela donne le contrôle à la personne et la fait se sentir importante. Au lieu de suivre les ordres de quelqu'un d'autre, la personne suit maintenant les siens. Troisièmement, cela stimule la créativité de votre partenaire. De nouvelles et meilleures idées peuvent en effet surgir. Voici quelques questions que vous pouvez utiliser. Tu penses que ça pourrait marcher? Que pensez-vous de ceci?
Pouvons-nous penser à différentes façons de le faire? Chapitre 5. Laissez la personne sauver la face. Les gens ont besoin d'importance. Si vous leur enlevez cette importance à coups de bulldozer, la personne vous en voudra et deviendra plus difficile à influencer par la suite. Laissez-la préserver sa fierté. Le livre ne donne pas de directives claires sur la manière générale de procéder, mais il s'agit de préserver la fierté de la personne et ce à quoi elle tient. Le livre ne donne pas de directives claires sur la manière générale de procéder, mais il s'agit de préserver la fierté de la personne et ce à quoi elle tient. Par exemple, lorsqu'une employée a fait une erreur, elle s'en est excusée et a dit qu'elle aurait le nouveau rapport avant la prochaine réunion. Au lieu de critiquer sa négligence, le manager l'a remerciée pour son travail, a dit que ce n'était pas une erreur inhabituelle pour un nouveau projet, a exprimé sa confiance en elle et a su qu'elle avait fait de son mieux. Chapitre 6. Louer la moindre amélioration. Féliciter chaque amélioration incite l'autre personne à continuer à s'améliorer. Encore une fois, gardez à l'esprit que les gens ont soif d'importance comme de l'eau, et le fait de leur donner un petit peu d'éloge leur donne envie de plus. Je crois personnellement au pouvoir de cette tactique, car j'ai vu comment elle fonctionne dans ma propre expérience. Elle m'a fait passer du statut de personne timide et peu communicative à celui de chef d'équipe capable de gérer 25 personnes et de faire des présentations devant des centaines de personnes. Si vous comptez appliquer cette tactique, faites des éloges spécifiques. Soulignez une réalisation spécifique au lieu de faire des remarques générales flatteuses. Votre éloge aura l'air plus sincère. Je me souviens que lorsque j'ai commencé mon deuxième emploi, de nombreux collègues m'ont conseillé de faire très attention à l'un des employés en Inde. Ils m'ont dit qu'il était plutôt paresseux, qu'il répondait aux emails très tard et que la qualité de son travail n'était pas bonne. Plusieurs de mes collègues se sont même plaints à son responsable, mais cela n'a pas changé grand-chose. Lorsque j'ai commencé à travailler avec lui, j'ai pu constater que mes collègues avaient raison. Mais au lieu de me concentrer sur ses erreurs, j'ai décidé d'appliquer le principe de Carnegie, de me concentrer sur les petites choses positives et de le féliciter sincèrement. Ainsi, chaque fois que j'ai vu ne serait-ce qu'un petit travail positif de sa part, je l'ai félicité pour ce travail spécifique et j'ai parfois ajouté son responsable en CC. Au fil du temps, le nombre de bonnes actions a commencé à augmenter et après 7 semaines, il était une personne complètement différente. Il est devenu très proactif et amical dans ses communications, et ce n'était pas seulement envers moi, mais aussi envers les autres. Il m'a même ajouté comme ami sur Facebook, ce qui n'est jamais arrivé à aucun de mes collègues auparavant. Chapitre 7. Donnez à la personne une bonne réputation à laquelle se conformer. Si vous voulez améliorer quelque chose chez une personne, faites comme si ce trait était déjà une de ses caractéristiques exceptionnelles. Par exemple, disons que lors d'une conversation avec vos amis, l'un d'entre eux dit qu'il vous connaît comme une personne capable de garder un bon secret et à qui on peut faire confiance quelles que soient les conditions. Le reste de vos amis sont également d'accord avec cette opinion. Après avoir entendu cela, même si vous n'êtes pas une personne capable de garder un bon secret, vous commencerez à agir comme tel. Vous ferez très attention à ne pas perdre ce statut. Vous parlerez toujours très prudemment afin de ne pas révéler le secret de quelqu'un et perdre votre précieux titre. Chapitre 8. Faites en sorte que la faute semble facile à corriger. Si vous dites à quelqu'un qu'il n'a pas le talent et qu'il ne sera jamais bon à quelque chose, vous avez supprimé tout intérêt et tout espoir d'amélioration. Dites-lui plutôt qu'il a le bon talent et les bonnes bases, mais qu'il doit simplement s'entraîner à s'améliorer. Faites en sorte que les étapes soient faciles à réaliser. Exemple, un professeur de danse s'adresse à un mauvais danseur. Vous avez un sens naturel du rythme. Vous êtes un danseur né. Chapitre 9. Rendez la personne heureuse de faire ce que vous lui suggérez de faire. Ce principe est similaire à l'un des principes précédents qui consistait à garder à l'esprit l'intérêt d'une autre personne. Je pense personnellement que le fait de ne parler que des intérêts des autres peut éveiller des soupçons. Par exemple, si quelqu'un ne parle que de vos intérêts sans parler des siens, vous pourriez soupçonner que tout n'est pas révélé. Une façon d'éviter de paraître malhonnête est de reconnaître d'emblée pourquoi vous voulez cette action, puis de parler des avantages dont vous bénéficiez tous les deux. Merci d'avoir regardé cette vidéo.